Tu sais, il y a déjà eu des morts des deux côtés. Il y en aura encore beaucoup plus si cette guerre continue comme ça. Faut être lucide. Il y a un peu plus de soldats d'un côté que de l'autre, si tu vois ce que je veux dire. Écoute, Frangin, tu vas dire à Barksdale qu'il doit me dédommager pour ce qu'il a fait à mes deux potes. Et je sais pas, pour sa marchandise volée, c'est bien normal de gagner sa vie, non? Je le connais pas, ton Barksdale, mec. Et le type dont je parle, il déteste qu'on vole ce qui est à lui. Alors ça le fera pas. Entendu. Qui me donne un peu d'argent frais. Et on verra. Disons 5 ou 10 000. Et comme ça, je prends ma retraite, c'est simple. Celui qui a tué mon fils, je te pardonne. Je te pardonne. Je sais pas si le bon Dieu te pardonnera, mon petit. Hein? Et pense qu'un jour tu vas devenir papa. Pense à ça. Pense qu'un jour tu vas devenir papa. Différent commercial certainement qui a eu lieu et puis ils sont descendus à 3 et puis ils l'ont écarté du groupe et puis le gars donc a été abattu et bien, je vois que vous voyez, à Marseille donc on entretient encore la mémoire donc de ces gens qui sont tombés mais lui c'est la première victime donc de la guerre des gangs. Je suis reçu une balle de Kalachnikov officielle. Bon, elle n'est pas rentrée, j'ai eu de la chance, tu vois. Mais voilà, il pouvait me péter la colonne vertébrale, je pouvais rester handicapé, tu vois. Ryan avait 14 ans. Il a été tué d'une balle dans le dos mercredi 21 août à l'entrée de sa cité. Depuis l'année dernière, il n'y a rien. Ah, pas la peine. Qu'est-ce qu'on va faire tout l'été, monsieur? On va rien faire, on va rester ici. Regardez, comme l'année dernière, pendant l'été et tout, on n'a rien fait. Rien que le peu, heureusement, il y a le PSA à 6 francs là, pour la Corbière. Un petit la Corbière, hein. Pas à Malmousse, c'était une méchante plage. Corbière, il n'y a rien. Il n'y a que de la On va faire quelque chose, sinon on va tous mourir ici. Docteur, j'ai perdu 30 amis dans la guerre des gangs, si ce n'est pas plus à l'heure d'aujourd'hui. Je les ai enterrés. Parfois, il n'y avait pas le corps, parce qu'ils étaient brûlés. Je les ai pleurés, j'ai consolé leur mère. C'est compliqué, Marseille. C'est très compliqué. Je suis triste, moi, c'est tout. Je suis triste. Moi, j'aimerais la paix. Vraiment. Et ça te manque pas l'école? L'école? Oui. Franchement, ouais, ça me manque l'école. Les collègues et tout. Mais après... Que sa mère, là. Bonjour à tous, dans ce nouvel épisode de Légende de rue nous allons parler de l'un des clans ayant fait basculer la ville de Marseille dans une nouvelle dimension, là où tout a commencé, le clan qui est responsable de l'une des pires guerres de la drogue de toute l'histoire de Marseille, le clan qui a commis des actes absolument effroyables qui ont choqué la France entière, et ont exposé à tout le monde une nouvelle réalité, celle que les jeunes caïds des cités sont désormais au pouvoir dans la ville de Marseille, une histoire de fou de la gâchette, l'épisode numéro 1 de Légende de rue, que j'avais déjà sorti il y a 3 ans maintenant mais que j'ai décidé de refaire en version beaucoup plus complète et détaillée, la légende des Bangleurs, les caïds des quartiers nord qui ont transformé Marseille, voici leurs histoires. Notre histoire débute à Marseille, dans les années 60, décennie où les pouvoirs publics de la cité phocéenne décident de lancer un grand plan d'urbanisme dans les quartiers nord de Marseille, qui sont, à cette période, majoritairement composés de champs, avec de petits noyaux villageois éparpillés un peu partout. Pour pallier à l'arrivée massive de nouveaux habitants dans la ville issue de la fin de la guerre d'Algérie, la municipalité lance donc la construction de ce qui sera appelé la ZUP numéro 1, un gigantesque grand ensemble composé de milliers de logements HLM qui s'étend du quartier de Saint-Barthélemy, dans le 14e arrondissement, jusqu'au quartier de Malpasset, dans le 13e arrondissement de Marseille.
Parmi les nombreuses cités HLM construites dans le cadre de la ZUP numéro 1, l'une d'entre elles sera qualifiée, Les Cèdres, et sera une petite cité de quelques centaines de logements située en plein cœur du quartier de Malpasset. La cité des Cèdres sera construite à côté de la cité des Lauriers et celle des Cyprès, ce qui formera un ensemble de 3 cités bien connues des quartiers nord de Marseille. Au sein de la cité des Cèdres, de nombreux étrangers y ont élu domicile depuis sa construction, notamment les 3 populations les plus représentatives des quartiers nord de Marseille, à savoir les Gitans, les Maghrébins et les Comoriens. Au sein des Cèdres, se loge une femme d'origine gitane, Madame Bingler, une femme de ménage aux revenus modestes et qui élève seule ses 3 enfants, François, né en 1981, son frère Nicolas, né en 1985, et leur sœur, née dans les années 90. Malgré quelques difficultés financières, Madame Bingler ne se laisse pas abattre, et tente tant bien que mal de donner la meilleure éducation possible à ses enfants, qui bénéficieront notamment d'une scolarité plutôt normale. Les 2 frères, François et Nicolas, iront notamment étudier au lycée d'Hydro, en BEP maçonnerie, un lycée qui a d'ailleurs connu bon nombre de générations de futurs trafiquants célèbres de Marseille comme Kamel Méziani, des membres du clan des Blacks, ou même certains jeunes de la CDD des années plus tard. Autant dire que quasiment tous les jeunes du secteur sont passés un jour ou l'autre par ce lycée. Les Bingler avaient donc l'air d'avoir une situation plutôt normale. François aurait même passé son BAFA, afin d'exercer en tant qu'animateur dans un centre à Bonneveine, dans les quartiers sud de la ville. Mais, il ne faut pas se fier aux apparences. En effet, François va arrêter son BEP en fin de 2e année, car il sera arrêté par la police pour trafic de cocaïne. Le jeune des Cèdres était déjà plongé dans le trafic de drogue en parallèle de ses études. À partir de là, c'est la débandade pour François. Il sera par la suite condamné, en 2002, pour association de malfaiteurs. À sa sortie de prison, François, alias Choix, va quitter la cité des Cèdres et va s'installer, avec sa copine, dans une autre cité du 13e arrondissement, la cité des Olives. Il aurait obtenu ce logement grâce au centre social de Malpasset. Pendant un des repas familiaux avec sa compagne, François fera la connaissance d'un personnage légendaire du banditisme marseillais, un dénommé Anis, alias Anous le Noir. Anous était en couple avec la sœur de la femme de François. Officiellement laveur de vitres, Anous était un homme déjà bien connu des services de police. Il était notamment connu pour des faits de violence, destruction de biens, détention d'armes et trafic de stupéfiants. Au total, il avait 16 condamnations sur son casier. Il faisait des allers-retours en prison depuis ses 17 ans. François va alors suivre les traces de Anous, et va rentrer encore plus dans le banditisme, ce qui lui vaudra de prendre une nouvelle peine de 4 mois de prison en 2004 pour détention de stupéfiants, et encore une autre peine de 1 an de prison en 2006. Cependant, à l'annonce du délibéré, François prendra la fuite, et décidera de prendre la route vers l'Espagne, le paradis des trafiquants de cannabis. Son séjour en Espagne va propulser sa carrière de trafiquant de drogue. En effet, là-bas, il se fera des connexions, ce qui lui permettra d'acheminer de grandes quantités de drogue de l'Espagne à Marseille, et de commencer à devenir un acteur établi dans le paysage du banditisme marseillais. Ce qui va le plus aider François, c'est que, un jour, un trafiquant avec qui il faisait affaire en Espagne, lui avait avancé une grande quantité de drogue. Cependant, le trafiquant en question se fera abattre quelque temps après, donc, François n'avait plus besoin de rembourser la drogue, ce qui lui a donné un gros coup de pouce financier pour se lancer à fond dans le milieu. Son frère Nicolas le rejoindra également dans ses activités. Les Bingler font alors partie de la nouvelle génération des gangsters marseillais, la génération issue des cités, qui a débuté d'abord avec Farid Berma, mais qui a connu un grand essor à partir de 2006. Tout va alors pour le mieux pour les Bingler. Cependant, une de leurs activités, qui est d'ailleurs leur activité principale, va leur causer de graves problèmes par la suite. Une activité qui faisait pas mal de bruit à cette période dans les quartiers nord, le vol de trafiquants.
Effectivement, les frères Bangler étaient également et surtout spécialisés dans cette activité. Il leur arrivait alors souvent de dérober de grandes quantités de drogue à des concurrents, ce que François va décider de faire durant l'année 2008, à une des familles issues des quartiers nord les plus puissantes à cette période, une famille qu'il connaît d'ailleurs très bien car ils habitent dans une cité collée à celle de la famille Bangler. Je veux bien évidemment parler de la famille Ahamada, les boss du 13e arrondissement. Les Ahamada, menés par leur chef, Youssouf Ahamada, alias le sénateur, sont une famille de trafiquants de drogue prospères du 13e arrondissement de Marseille. Ils sont originaires de la cité des Cyprès, une cité collée à celle des Cèdres et des Lauriers. Les Ahamada seraient entrés dans le trafic de stupéfiants vers la fin des années 90 et auraient amassé une fortune colossale avec le temps, ce qui aurait fait de cette famille la plus puissante du 13e arrondissement et l'une des plus puissantes de Marseille à cette époque. Les frères Ahamada auraient fait fortune dans la revente de cannabis au sein de la tour des Cyprès, une tour de 19 étages située à côté de la cité des Lauriers et des Cèdres, et ils auraient investi une partie de leurs bénéfices gagnés grâce à la drogue aux Comores, leur pays d'origine. Les Ahamada et les Bangler se connaissent plutôt bien, ils sont en effet de la même génération, et ont grandi dans le même quartier. Ces derniers auraient même déjà fait affaire ensemble dans le milieu de la drogue, ce qui n'a pas empêché François, avide d'argent, à commettre l'irréparable. Effectivement, un jour durant l'année 2008, François Bangler pénètre dans un appartement situé au 5e étage de la tour des Cyprès. C'est un appartement nourrice appartenant au clan des Ahamada. François y pénètre dans le but de dérober tout ce qu'il y a à l'intérieur. Le jeune gitan ressort alors de ce casse avec 40 kilos de résine de cannabis, 8 kilos d'herbe et 70 000 € en liquide, un sacré butin. Il est dit que François aurait écoulé la marchandise volée à 1 200 € le kilo. C'est alors le début de la première grande guerre des cités marseillaises, une guerre qui transformera le visage de la ville de Marseille à tout jamais, la célèbre guerre des Ahamada, baptisée clan des Blacks par la police, opposée à celle des frères Bangler, baptisée clan des Gitans, bien qu'il y ait toutes sortes d'origines dans les deux clans. Cependant le clan des Blacks est quand même composé majoritairement de personnes d'origine comorienne. Il faut savoir que, en plus du vol, le clan des Gitans possédait également un point de deal de drogue situé à seulement 50 mètres de celui du clan des Blacks. En effet, les Gitans avaient le point de vente dans le grand bâtiment des Lauriers, alors que les Blacks avaient leur point de vente dans la grande tour des Cyprès. Autant vous dire que, après le vol, la tension entre les deux réseaux était alors à son paroxysme. La guerre est alors déclarée entre les deux clans. Je ne vais pas rentrer en détail dans chaque meurtre car je l'ai déjà fait sur plusieurs autres épisodes de la chaîne, mais, après le vol, le clan des Blacks a tenté de punir le responsable, François, et a envoyé un tueur à gages corse de l'époque à ses trousses, un dénommé Frédéric Tapia. Ce dernier a tenté en vain d'éliminer le chef du clan des Gitans, en tirant notamment à plusieurs reprises sur son véhicule, atteignant le siège bébé de la fille de François, qui a par miracle survécu à la fusillade. Cet événement va rendre François totalement fou, et va le pousser dans une folie meurtrière. La première victime de cette guerre sera un jeune des Lauriers, un dénommé Foued. Ce dernier se fera tirer dessus en plein cœur de la cité des Lauriers par Mohamed, alias Babouin, un membre du clan des Gitans. Foued sera conduit à l'hôpital Lavéran par ses proches, mais décédera malheureusement de ses blessures. Babouin aurait également tiré sur un des témoins du meurtre peu de temps après, car ce dernier l'aurait désigné comme le tueur de Foued à la police. Il sera par la suite arrêté. Un mois seulement après cela, c'est au tour de Frédéric Tapia de subir la vengeance du clan des Gitans. Ce dernier se fera tuer par balle alors qu'il roulait à moto dans le quartier de Malpassé. Après la mort de deux personnes affiliées au clan des Blacks, ces derniers se doivent de répondre. C'est à partir de là que nous allons voir à l'œuvre les membres principaux du clan des Blacks comme Pierre, Mélémé, 46, Sénateur, Beurre, Poison, etc. S'en suivront alors plusieurs fusillades et bagarres entre les membres des deux clans. Il y avait des bagarres quasiment tous les jours sur les points de deal des Cyprès et des Lauriers à cause de la guerre. Les deux clans s'arrachaient même des clients entre eux.
jusqu'au jour où le clan des Blacks décida de passer à l'offensive et va assassiner 3 membres des Gitans, Michael, Gilles et Habib, et va en blesser 2 d'entre eux, dont un dénommé Tatane, dans une effroyable fusillade ayant eu lieu le 27 janvier 2009. C'est le coup de massue pour les Gitans. Un mois après, ces derniers réuniront un commando afin d'aller foutre le bordel au QG du clan des Blacks, à la tour des Cyprès. Le commando des Gitans, armé de Kalachnikov, serait alors venu défiler devant la tour, en faisant peur aux familles de certains membres des Blacks, une opération qui avait pour but d'intimider et de montrer qu'ils étaient encore bien présents dans cette guerre. De juin 2008 à février 2009, en l'espace de 8 mois, la police a dénombré 6 assassinats et 7 tentatives de meurtre. Tous en lien avec la guerre des Blacks contre les Gitans, une guerre d'une intensité alors jamais vue dans la ville de Marseille. Cependant, en fin 2009, début 2010, la guerre va baisser en intensité, notamment car la majorité des membres haut placés des Blacks étaient en détention provisoire pour les triples meurtres sur le clan des Gitans. Mais les Bangleurs n'en ont pas fini avec le crime. En effet, en juin 2010, ils se retrouveront au cœur d'une nouvelle histoire encore plus sordide, de la sauvagerie pure. Ce jour-là, un homme nommé Redouane, alias Juju, qui était un trafiquant de drogue de Marseille, se fait kidnapper au petit bar dans le quartier du Canet, puis est séquestré par le clan des Gitans par rapport à une dette de drogue. Ce dernier se fera ensuite torturer et tuer, et son corps sera enterré dans une propriété de la ville de Tretz. Cependant, plusieurs mois après, les membres des Gitans auraient eu peur que le corps ne soit découvert, ils seraient alors partis déterrer le corps, l'auraient démembré, puis l'auraient transporté par 4x4 jusqu'à la ville de Gignac, avant de le brûler, puis de disperser ses cendres, de la pure barbarie. Les Bangleurs se seraient vantés à plusieurs reprises de ce meurtre, se servant de lui comme un avertissement et une menace à quiconque se mettrait sur leur chemin. Toujours en 2010, le couple de François Bangleur serait en train de battre de l'aile. En effet, sa femme en aurait eu marre des activités criminelles de son mari, car ce dernier avait quitté le domicile familial par peur de la mettre en danger, elle et sa fille. En septembre 2010, à l'occasion d'un repas organisé pour la sortie de prison d'Anous, la femme de François aurait alors dit qu'elle en avait marre de cette vie, et que tout le monde savait que François était un trafiquant de drogue. Mais cela ne va pas assagir François, bien au contraire, car ce dernier et le clan des Gitans seront au cœur d'une nouvelle affaire sordide à la même période, l'affaire qui va réellement faire basculer Marseille à tout jamais dans une nouvelle dimension. Cette affaire débute donc en fin 2010, dans la cité du Clos La Rose, une cité située à l'extrémité du 13e arrondissement de Marseille. Au sein du Clos La Rose, il existait à cette période un réseau de drogue plutôt prospère, un réseau qui était contrôlé par plusieurs personnes dont un dénommé Halim, alias Chips, une figure du narcobanditisme de La Rose. Selon les rumeurs, les Bangleurs auraient eu un différend avec les trafiquants de La Rose, dont Chips. Ces derniers auraient tenté de le racketter lui et son réseau. Le 11 novembre 2010, Frankie Nota, un proche de François Bangleur, et qui était notamment impliqué dans un go-fast de 100 kg de cannabis, est abattu à la Kalachnikov devant plusieurs personnes dans la cité de Saint-Théodore, une cité non loin du Clos La Rose. Ce meurtre, selon un témoin sous X, aurait été perpétré par un certain Jack, un tueur, qui aurait été envoyé par une autre personne, un certain Reda, qui est, comme Chips, un trafiquant notoire de La Rose. Une semaine après le meurtre de Frankie Nota, les frères Bangleur décident de réunir un commando et de mener une expédition punitive sur le réseau de Chips, au Clos La Rose. Le clan des Gitans se procure alors 2 véhicules volés fournis par un dénommé Damien, un proche de Frankie Nota, et se dirige, armé de Kalachnikov, dans la cité du Clos La Rose. Il est environ 19h quand le commando des Gitans arrive dans la cité du Clos. Les 2 véhicules se dirigent alors au niveau du point de deal et croisent la route de Jean-Michel Gomez, un jeune guetteur de 16 ans engagé par le réseau du quartier. Un des tueurs, qui serait François, ne va alors pas hésiter une seconde à ouvrir le feu à la Kalachnikov sur Jean-Michel.
Le commando poursuit ensuite sa route dans la cité, à la recherche d'une nouvelle victime à tuer, quand il tombe sur Lenny, un jeune de 11 ans, qui se trouve dans un hall d'immeuble avec sa sœur. Un autre des tueurs, qui serait cette fois-ci Nicolas, ouvre le feu à son tour sur les deux enfants. Le commando des Gitans s'enfuit ensuite dans la nuit, en tirant notamment sur un automobiliste qui leur bloquait le passage. Le bilan est terrible, Jean-Michel, 16 ans, est mort sur le coup, tandis que Lenny, 11 ans, est gravement blessé. Toute la France sera alors choquée de ce règlement de compte commis sur des enfants et adolescents, et le pays entier découvre alors l'ampleur de ce phénomène qui est en train de faire des dégâts incommensurables dans la ville de Marseille, la génération Kalachnikov. Il est 20h, bonsoir à tous, voici les titres de l'actualité de ce samedi. Que s'est-il passé hier soir à Marseille? Un adolescent de 16 ans a été tué par balle, un enfant de 11 ans a également été pris pour cible. Derrière tout cela, des règlements de compte sur fond de trafic de drogue. C'était à l'arme automatique, à l'arme lourde, hein. Il y avait pas de... C'était impressionnant, on se serait cru à la guerre. Hein. Après ce règlement de compte, qui était une première en France au vu de l'âge des victimes et de l'armement employé, la réputation des bangleurs va faire un bond stratosphérique, leur nom est désormais arrivé aux oreilles de tout le monde, même des grands parrains de Marseille comme Michel Campanella, qui était d'ailleurs terrifié des bangleurs. Il avait peur que ces derniers ne viennent le tuer, car leur ambition était clairement de devenir les nouveaux boss de Marseille. Les bangleurs ne se cachaient même pas d'avoir commis ce meurtre. Selon des témoins, Nicolas se serait même vanté d'avoir rafalé le petit de 11 ans, en disant qu'il n'avait rien à faire ici. Les bangleurs vont alors continuer leur route dans le banditisme, et vont commettre un nouveau vol de trafiquants. Cette fois, c'est le réseau de la Cité de la Solidarité qui est visé. En effet, François, qui était en conflit avec un certain Hicham, le boss de la Solidarité, décide de cambrioler son appartement nourrice. Il en ressortira avec 160 000 €, 100 grammes de cocaïne et 4 armes à feu, dont 2 fusils automatiques. Mais les bangleurs ne sont pas satisfaits, ils réclament encore 150 000 € au propriétaire du réseau de la Solidarité, car ils disent que ce dernier les avait carottés lors d'une précédente livraison de drogue. Pour récupérer cet argent, les bangleurs vont décider d'aller kidnapper le frère d'Hicham, un dénommé Mohamed, qui avait un bureau de tabac dans la cité du parc Caliste. Le 8 décembre, dans la matinée, François Bangler et 2 autres personnes déboulent alors devant le bar tabac de Mohamed, et, au moment où ce dernier s'apprêtait à ouvrir la boutique, les 3 membres des Gitans le frappent à coups de crosse, et le forcent à monter dans leur véhicule, en direction d'une maison de la ville de Sélonie. Une fois sur place, les bangleurs vont appeler la famille de Mohamed, et vont leur réclamer un rançon d'1 million d'euros, en liquide ou en drogue. Ces derniers menacent alors violemment le patron de la Solidarité, en lui disant que, s'il ne paye pas, son frère finira comme Juju, le trafiquant de drogue porté disparu qui a été démembré par le clan des Gitans. En effet, Anous le Noir, l'un des hommes les plus terrifiants des quartiers nord, aurait dit, je cite, « Sur ma mère je vais te le découper, si tu veux t'amuser comme ça, sur la vie de ma mère tu vas comprendre. » Le clan était alors bien décidé à récupérer la rançon. Cependant, ils seront stoppés net dans leur lancée car le raid a localisé l'endroit où ils détenaient Mohamed. François, Nicolas, Anous, Nordine et Larbi seront alors arrêtés dans le calme, et Mohamed sera libéré. C'est la dernière fois que nous verrons les frères Bangler en liberté. Ils demandaient 1 million d'euros de rançon. Ces 4 hommes sont soupçonnés d'avoir enlevé un buraliste marseillais mercredi dernier dans le 15e et de l'avoir séquestré dans cette maison aux abords d'Aix-en-Provence. Fin du cauchemar donc pour le commerçant qui a été libéré au petit matin après 1 semaine de captivité. Sur place, le GIPN, le RAID et la police judiciaire. Les hommes sont entrés dans les lieux tranquillement, de façon donc très sereine, rapide et ferme. Aucune résistance, et on a trouvé dans les lieux l'otage qui était entravé, qui était cagoulé et qui était gardé par 4 individus, tous armés. Dans le voisinage, c'est la stupeur, on n'a rien vu, rien entendu. Je suis un peu déjà très surpris, choqué, et puis
Je m'en veux un peu aussi d'avoir rien vu. Enfin, je trouve ça un peu incroyable quoi, qu'ils aient pu faire ça sous mon nez. 3 ans que ces membres d'un réseau de malfaiteurs sont recherchés. Ils sont soupçonnés d'être à la tête d'un trafic de stupéfiants et pourraient même être impliqués dans des règlements de compte. Ce matin, les forces de l'ordre ont retrouvé 4 armes de poing, de la drogue et de l'argent liquide. Là, on est sur une outrance. On a bien une technique de ces caïds de cité qui consiste à asseoir sa puissance par la menace, la terreur, voire la fusillade et l'usage des armes. En tout, 13 personnes ont été interpellées et placées en garde à vue ce matin. Malgré le fait qu'ils soient incarcérés, les frères Bangler continueraient de gérer certaines de leurs affaires depuis la prison et continueraient d'inspirer la terreur à Marseille, en prison comme à l'extérieur. Durant l'année 2011, une autre personne de la fratrie Bangler va faire parler de lui. Il s'agit du cousin germain des frères Bangler, Jean Bangler. Jean Bangler, alias Piou, 20 ans, est qualifié par son entourage d'homme calme, réservé, s'éloignant loin des conflits, sociable et travailleur. Il est dit qu'il était un peu un fils à maman, il aurait dormi dans le lit de sa mère jusqu'à l'adolescence, il était clairement chouchouté par sa mère, ce qui est compréhensible, car son frère est décédé quand il était jeune. Jean Bangler, bien qu'inconnu des services de police, faisait partie d'une équipe de braqueurs, composée de Jean-Baptiste Dominici, Patrick Lombard et Auguste Desbarres. Cette équipe de braqueurs était responsable de plusieurs braquages de grandes enseignes. Dans la nuit du 27 novembre 2011, Jean, ainsi que son équipe, décident de se lancer dans une série de braquages qui débutera par le casse d'un magasin Intermarché, puis celui d'un magasin Cabesto à Aubagne, avant de finir par le magasin Picard, un grand magasin de surgelés situé à Venelle, et tout cela dans la même nuit, de la folie pure. Après le braquage de Picard, l'équipe de braqueurs prend la fuite dans 2 véhicules puissants, une Audi RS4 et une BMW. Alerté par leur radio, un équipage de police reçoit le signalement comme quoi une équipe de braqueurs ferait une razzia à bord d'une Audi et d'une BMW. L'équipage de la BAC, composé de Éric Lallès et Christophe Cotte, repère alors les 2 véhicules sur le parking de Picard. Une course-poursuite s'engage alors entre les braqueurs et les policiers de la BAC. La poursuite est extrêmement rapide, les voitures sont flashées à plus de 220 km/h. Cependant, au bout d'un moment, un autre équipage de la BAC situé plus loin décide de lancer une herse afin de bloquer la route des malfaiteurs. Le plan fonctionne, les voitures des braqueurs s'arrêtent net au passage sur la herse, les assaillantes sortent alors de leur véhicule et prennent la fuite. C'est alors que l'un d'entre eux, qui serait Jean Bangler, ouvre le feu à la Kalachnikov sur les 2 équipiers de la BAC, Eric et Christophe. Les balles ont fusé dans tous les sens. Patrick, un des braqueurs, est tué sur le coup en ayant reçu une balle tirée par son propre associé, et une des rafales va finir dans le pare-brise des équipiers de la BAC. Le brigadier Eric sera alors atteint par une balle en pleine tête. C'est le drame. Le décès du fonctionnaire de police Éric Lallès, abattu froidement par des délinquants sans scrupules. Il laisse une jeune femme veuve et 2 petites filles orphelines. Je me suis rendu à l'hôpital. C'était ses derniers instants de vie. Je veux dire bien sûr toute ma compassion pour ses parents et pour sa famille, pour ses collègues aussi. Et je souhaite que nos compatriotes saisissent cette occasion dramatique pour réfléchir à l'extrême dangerosité du métier de policier et de gendarme. Malgré la mort d'un de leurs complices,
Les 3 autres braqueurs, dont Jean, arriveront à prendre la fuite. Cependant, ils seront arrêtés plusieurs mois après grâce à une enquête poussée de la police. Jean Bangler se retrouve en prison, au même titre que ses cousins germains, Nicolas et François Bangler. Pendant que les boss du clan des Gitans sont incarcérés, la guerre monstrueuse qu'ils ont créée contre le clan des Blacks continue de faire couler des litres de sang dans la cité phocéenne. Fusillades dans des halls d'immeubles, règlements de compte en plein jour, courses-poursuites sauvages, corps brûlés, meurtres d'adolescents, coups de couteau en prison, la guerre entre ces 2 gangs aurait coûté la vie à minimum 20 personnes de chaque côté, une véritable hécatombe, et a, en plus de cela, généré d'autres guerres annexes. Je pense qu'en tout, plus de 100 personnes sont mortes suite à ce vol de drogue de François Bangler. Marseille ne sera plus jamais pareil. En 2016, les frères Bangler seront condamnés à 20 ans de prison pour le kidnapping de Mohamed, mais ils seront acquittés pour la fusillade du Clos Larose. Anouz sera quant à lui condamné à 15 ans de prison pour l'histoire du kidnapping. Jean Bangler sera quant à lui acquitté pour le meurtre de Eric, le policier de la BAC tué lors du braquage. On n'entendra alors plus parler des Bangler pendant de nombreuses années, jusqu'en 2023. En effet, en fin 2023, bien que toujours incarcérés, le nom des Bangler ressurgit parmi les enquêteurs. Ces derniers sont mis en examen pour une histoire d'extorsion de fonds. En effet, durant l'année 2022, un chef d'entreprise d'origine gitane se fait menacer par 2 inconnus, qui lui réclament la grosse somme de 100 000 €. Les hommes seront notamment aperçus en train de récupérer une enveloppe et un sac remplis d'argent au domicile du chef d'entreprise. Pendant qu'ils étaient en train de récupérer le sac, les hommes, qui étaient cette fois au nombre de 3, se font suivre par la police qui a assisté à toute la scène. Les 3 hommes seront alors interpellés au volant d'une puissante Mercedes au niveau du péage de Koudou. Parmi les 3 hommes arrêtés, l'un d'entre eux est Jean Bangler. Ils seront notamment arrêtés avec 50 000 € en leur possession. Les 3 Bangler, Jean, Nicolas et François seront alors mis en examen pour extorsion de fonds dans le cadre de cette affaire. Cependant, Nicolas et François Bangler devraient très bientôt sortir de prison. Les 2 hommes auraient déjà bénéficié de plusieurs permissions de sortie. Et voilà où se termine l'histoire des Bangler, les caïds des quartiers nord qui ont transformé la ville à tout jamais. Ce qu'on peut retenir de cette histoire est que, aujourd'hui, à Marseille, on peut dire que tout ce qu'il s'est passé depuis ces 15 dernières années sont les conséquences directes ou indirectes des actions qu'ont commis les frères Bangler. Ils ont été les précurseurs du grand banditisme issu des cités, ne connaissant aucune limite. Et ce sont, à ma connaissance, les premiers à avoir tué un adolescent dans un règlement de compte, une chose qui est malheureusement banale à l'heure actuelle. Si les Bangler n'auraient pas existé, est-ce que la ville de Marseille aurait été celle qu'elle est aujourd'hui? Je pense que oui, car d'autres personnes auraient fait la même chose à un moment ou un autre. C'était tout simplement le destin de la ville de Marseille, qui a quand même beaucoup de bons côtés, mais les mauvais côtés sont d'une telle violence qu'il est difficile de les ignorer. Quoi qu'il en soit, que reposent en paix toutes les personnes ayant perdu la vie dans ces guerres inutiles de la drogue.